Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être à l'écoute. Isabelle Maréchal avec vous. On a tellement besoin de se dire à quel point on s'aime en ce moment et dans la foulée du décès de Carl Tremblay des Cowboys fringants, on est tous un peu à la recherche d'une épaule vers laquelle se tourner, sur laquelle s'appuyer. Hier, il y a eu des moments vraiment fabuleux. D'abord au Centre Bell, le CH qui a rendu hommage à Carl Tremblay avec un chandail numéro 76, son année de naissance. C'est un très, très beau moment. Et bien sûr, à l'Assomption, la ville où il a connu le plus grand bonheur, disait Carl lui-même, il y a une foule incroyable qui s'est ramassée sur la nouvelle place Carl Tremblay. Il y a même Marianne Lépine qui s'est présentée avec Jean-François Posé, celui qui écrit les chansons des Cowboys. Et c'était vraiment très, très touchant et ça montre à quel point on va rester longtemps dans les mots et dans la voix surtout de ce chanteur incroyable. Et il y a plein de gens qui se sont rencontrés un peu partout aussi. Il y a ce besoin en ce moment de se témoigner de l'affection et de se retrouver dans l'œuvre des Cowboys. Sincèrement, je suis encore portée par ça, moi, ce matin, comme vous, sans doute. Et je pense que c'est important de se dire à quel point on s'aime. Si vous avez l'occasion aujourd'hui de le dire à vos proches, dites-le. Ça fait vraiment du bien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule au monde. On vieillit, ça n'est pas... Pas seul au monde. Effectivement, il y en a malheureusement qui le sont. Seuls au monde et qui se retrouvent dans la rue. Vous savez qu'on en parle depuis plusieurs mois de façon plus intensive et avec raison. C'est que l'itinérance est devenue un véritable fléau au Québec. Vous le savez, on le dit aujourd'hui, on le reconnaît. Mais on dirait qu'on n'a pas l'impression de savoir vraiment par quel bout attraper cet enjeu-là. On le prend beaucoup par l'enjeu du logement en ce moment, parce que c'est vrai que quand le monde est dans la rue, on se dit il faut les rentrer quelque part, il faut leur donner un toit, leur mettre un toit sur la tête. Il y a le logement, mais il y a tout le reste. Il y a la santé, parce que je vous apprends rien si je vous dis que les gens qui se retrouvent à la rue sont passés par toutes sortes de traumatismes. Ils ont tous une histoire unique qui mériterait qu'on la connaisse plus. J'ai envie de vous donner l'occasion d'en savoir un petit peu plus justement sur un type d'itinérance, l'itinérance des femmes qui est en augmentation de façon incroyablement triste et préoccupante. Vous savez qu'au cours du dernier recensement, en octobre 22, on a calculé qu'il y avait à peu près au moins 10 000 itinérants au Québec, 1 500 à Montréal. Moi, je vous dis, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de femmes, de plus en plus. Des femmes qui sont aux premières loges pour nous en parler. Ce sont mes deux invités, Anne-Gaëlle Whiteman est coordonnatrice de la Maison Jacqueline. Merci beaucoup d'être là, Anne-Gaëlle. Ça fait plaisir, merci. Et Léonie Couture est fondatrice, directrice générale de la Rue des Femmes. Merci beaucoup, Léonie, d'être avec nous. Elles se sont déplacées dans nos studios à Cube et vraiment, vous êtes tout près. On est au centre-ville de Montréal. On en voit beaucoup de femmes itinérantes au centre-ville, dans les rues du centre-ville, mais aussi ailleurs. Léonie, je commence par vous parce que il y a presque 30 ans, vous avez décidé de créer la Rue des Femmes. Déjà, à l'époque, c'était quelque chose qui vous apparaissait comme une évidence. Oui, absolument. Pour moi, ce que je voyais, c'est, premièrement, moi, j'ai toujours dit, la violence, ça blesse. J'ai beaucoup milité contre la violence faite aux femmes. Et la violence, ça blesse, mais on fait quoi avec les blessures? Puis, je travaillais à l'époque au mouvement contre le viol, puis on recevait des femmes tellement brisées et tristement, les plus brisées ne venaient pas parce que ça leur convenait pas de venir déballer leur horreur pendant 1 heure, puis après ça, s'en aller où? Dans la rue. Alors, pour moi, à ce moment-là, je me suis dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, c'est là qu'est venue l'idée de fonder la Rue des Femmes. Avec des ressources en hébergement? À ce moment, oui, en espérant qu'on allait arriver là, puis tranquillement, pas vite, c'est ce
qu'on est arrivé à faire. Donc, aujourd'hui, maintenant, on a ces ressources en hébergement et on a développé notre approche et tout en considérant qu'il fallait soigner ces femmes-là en leur donnant un milieu adapté pour leurs besoins. Évidemment, il faut qu'ils mangent, on ne peut pas toutes les héberger, là, parce que l'année passée, on en a reçu 1500 différentes. Et vous en refusez malheureusement? Et on en refuse des trentaines, quarantaines chaque jour. Des demandes. Ouais. C'est ça. Donc, évidemment, c'est pas la même femme qui rappelle 5 fois, là, mais... Donc, c'est énorme, puis tristement, on ne sait pas trop où les référer, bien souvent. Alors, ça, c'est les points. Donc, puis, mais nous, on a toujours axé notre travail sur les soignés, sur des soins. Oui, parce que vous dites, mettre un toit sur la tête, c'est une chose. L'hébergement, c'est important, Anne-Gaëlle, mais il y a autre chose. Il faut soigner. On peut soigner l'itinérance? Les gens qui souffrent d'itinérance, qui la vivent, cette itinérance, on peut les sortir de la rue? Parce que en fait, nous, on travaille très fort pour changer le paradigme de l'itinérance, parce que quand on parle d'itinérance, on parle toujours de situation. Mais quand on pense à une situation, il y a une solution. Et si on met les moyens en place, on règle la situation. Mais quand c'est une itinérance chronicisée, comme on voit dans les rues de Montréal, avec des gens qui sont si souffrants, on parle d'un état d'itinérance, pas d'une situation. Donc un état de santé relationnelle. Toutes les femmes qu'on voit dans la rue et qui sont en état d'itinérance sont des victimes de trauma durant l'enfance, parfois même à la conception dans le ventre de leur mère, hein, un bébé issu d'un viol, d'inceste, et durant la grossesse, la violence conjugale, et après les abus qu'un enfant peut subir. Donc, elles sont toutes victimes d'abus et en ce qu'on appelle le syndrome du choc post-traumatique du développement, c'est-à-dire qui arrive durant l'enfance. Quand l'enfant subit des violences, il se déconnecte à l'intérieur de lui-même pour survivre. Hein. Il laisse le corps subir, mais lui-même se déconnecte à l'intérieur. Et à force de pratiquer ça, l'enfant devient déjà en état d'itinérance à l'intérieur de lui-même. Et après, c'est juste une continuation s'il n'y a pas de soins adéquats. Et qu'est-ce qui va faire que les femmes vont se retrouver dans la rue, finalement? En fait, elles échouent. Hein, c'est un petit peu comme un bateau qui a subi trop de tempêtes et qui finit par échouer parce qu'il n'y a pas eu les réparations ou les guérisons qui auraient dû être faites. Donc c'est une suite un petit peu logique jusque-là où elles ont complètement perdu le potentiel de pouvoir elles-mêmes guérir leurs blessures. Ouais. Est-ce que vous voyez, Léonie, depuis 30 ans, vous en avez vu passer des femmes chez vous, voyez-vous une différence dans l'itinérance aujourd'hui que vivent ces femmes-là par rapport aux dernières années? Bien, c'est sûr que une des façons pour survivre pour les femmes, c'est aussi c'est entre autres, pour certaines, la consommation. On sait que les drogues sont devenues tellement dures. Aussi, elles sont tellement des proies faciles. Donc, vous savez, quand on parle de santé relationnelle, on parle de cette capacité vitale d'être en lien. Puis, c'est vital, là. Puis en sécurité avec nous-mêmes et avec les autres. Donc, on va chercher tout le temps à essayer d'être en relation. On ne peut pas vivre sans relation, c'est impossible. Êtes-vous en train de dire que une femme dans la rue doit se trouver quelqu'un dans la rue? Non. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? En fait, c'est d'être en lien avec son sentiment de sécurité intérieure. Hein. Quand on a vécu des traumas, ça, on leur a volé, hein, ce sentiment-là. Et donc, la première étape des guérisons, c'est justement au travers du temps qu'elles viennent dans nos services, puis qu'on prend soin d'elles, puis qu'on est auprès d'elles, elles se reconnectent tout doucement à ce sentiment de sécurité intérieure, ce qui fait que... parce que rentrer en lien avec quelqu'un, oser faire confiance à quelqu'un, il faut d'abord se rendre vulnérable. Et quand on est en état de survie, toujours en hypervigilance, on ne peut pas se rendre vulnérable parce que c'est la mort. Dans le trauma, c'est l'équivalent de la mort. Donc, le moment où on voit qu'elles touchent ce sentiment de sécurité intérieure qu'elles ont pour la plupart jamais
senti, jamais ressenti, c'est là qu'elles vont oser ouvrir une brèche sur leur vulnérabilité pour commencer à nous faire confiance. Ouais. Et c'est à partir de Celles là qui ont la chance d'aller dans l'une de vos 3 maisons. Oui, vous vous occupez oui. de la maison Jacqueline, Oui. mais il y a la maison Olga, la maison Dahlia également. Dorimène maintenant. Oui, Dorimène, Dorimène. où les femmes peuvent être hébergées pendant même plusieurs années. oui. En fait, c'est un continuum d'hébergement qui correspond à 3 niveaux de soins. La maison Jacqueline, c'est un petit peu comme l'urgence de l'hôpital. Je dirais que depuis les 4 dernières années, je compare plutôt ça à une urgence d'hôpital de guerre, parce que les violences que les femmes subissent maintenant, on les retrouve dans des états épouvantables. Après, il y a toute la stabilisation, il y a à la maison Olga, où elles peuvent rester plus longtemps, avec une chambre individuelle, jusqu'à la maison Dorimène, qui sont des studios où elles peuvent se réapproprier une forme d'autonomie avant de pouvoir réintégrer un logement peu importe où ailleurs. Vous dites, elle nous arrive parfois dans des états épouvantables. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous avez poignardé, vu? Écoutez, c'est tous les jours poignardé. J'ai une petite jeune qui s'est fait poignarder. Elles se font battre, elles se font violer, elles arrivent en sang. Les cas de santé mentale, elles sont tellement détériorées. La santé physique, elles sont dans des états de souffrance, de maladie et de douleur. Puis quand elles vont à l'urgence de l'hôpital, comme les attentes sont longues, elles n'attendent pas. Donc elles repartent, elles se font battre, séquestrées plusieurs jours, violée. J'en ai une récemment qui s'est fait séquestrer pendant 5 jours par 4 hommes. Ils l'ont abusée pendant la première journée, ils l'ont embarrée dans le garage et puis ils sont partis. Mais la police est où dans ces moments-là? Mais c'est très difficile de porter plainte pour les femmes, parce que quand elles portent plainte contre un, les autres elles se mettent en danger, parce que les autres vont dire, si tu as porté plainte contre lui, ça veut dire que tu vas porter plainte contre nous éventuellement. Donc, il faut te faire assez peur pour que tu ne le fasses pas. C'est pas une question que les policiers ne sont pas là. C'est une question que le danger relié à porter plainte est énorme, parce qu'elles sont encore dans la rue après, même si elles vont faire leur plainte, elles retrouvent leurs agresseurs. Dans les hébergements mixtes, comme on a les mesures d'urgence mixtes, elles doivent dormir dans les mêmes espaces que des hommes qui les ont agressées dans la rue, dans les jours ou les heures. Ça, il y a encore ça? Des hébergements mixtes? Mais oui. Comment se fait qu'il y a encore ça? Ah, mais ça, c'est dans toutes les recommandations qu'on a pu faire. Même s'il y a des espaces qui sont soi-disant réservés aux femmes, mais à un moment donné, c'est tout mélangé, parce que telle femme va arriver plus tard, on a donné le lit ou autre, et puis ils se retrouvent aussi à devoir sortir par les mêmes entrées-sorties. Donc, il y a des abus. Mais c'est une qui promiscuité mais c'est épouvantable. Qui est intolérable. C'est épouvantable de se dire qu'on va devoir dormir dans le même espace. Léonie? Vous savez, tantôt, Anne-Gaëlle parlait de sécurité intérieure. C'est sûr que quand tout ça s'est brisé, on parle de stress post-traumatique. Le traumatisme, ça détruit tout ça. Donc, moi, ce que je dis toujours, ces personnes-là, premièrement, comment ça? Pourquoi qu'on laisse des personnes, moi que je dis, aussi malades? Mm-hmm. Parce que c'est pas vrai qu'elles sont en bonne santé, ces personnes-là. Elles n'arrivent plus à fonctionner nulle part. Hein? Quand une personne n'est plus capable de fonctionner nulle part parce qu'elle a trop peur, parce qu'elle n'a pas de sécurité en dedans d'elle, c'est pas qu'elles n'ont pas de talent. Ça, des talents, elles en ont à vendre. Mais malheureusement, elles n'y ont plus accès. Tant qu'on est si brisé en dedans de soi, on n'a pas accès à nos talents. Donc, pour moi, il faut d'abord les soigner, il faut se donner les moyens pour le faire. Oui, c'est bien de vouloir mettre une personne dans un logement, c'est important, on ne peut pas les laisser dehors. Mais est-ce qu'un logement est adapté à une personne aussi malade? Voilà. Et donc, c'est d'où votre œuvre et vos revendications en ce moment. Vous essayez beaucoup de vous faire reconnaître, la Rue des Femmes, comme non pas une ressource d'hébergement seulement, mais aussi et surtout comme un centre de services de santé relationnelle. Vous nous avez expliqué ce que c'est que la santé relationnelle. Donc, parce que l'hébergement, c'est le ministre Carman. La santé, c'est le ministre Dubé. Là, on espère qu'ils se parlent, ces deux-là. Ils le font, mais pourquoi cette reconnaissance est si difficile à avoir puisque vous donnez des soins? Je lisais dans votre dépliant, là, plus de 51 000 heures de soins relationnels cette année
près de 50 000 présences dans les centres de jour. Bon, vous avez servi 107 000 repas. Bon, il y a beaucoup de... Il y a tout le reste aussi, il y a la nourriture, il y a tout ça, mais en soins relationnels, vous devriez avoir une certaine aide du gouvernement? Oui, c'est ça qu'on fait beaucoup de représentation. On essaie d'avancer là-dessus parce que, justement, entre autres, on veut ouvrir un centre de soins. On est dans le projet d'ouvrir un centre de soins en janvier 25. Et pour faire fonctionner ce centre de soins-là, ça va nous prendre 1 million. C'est sûr, on ramasse toujours le maximum d'argent qu'on peut, là, mais année après année, on va avoir besoin d'1 million récurrent de la même façon que même pour faire l'hébergement, on en a besoin aussi. On manque d'argent et on est dans ces processus-là. Puis, quelle est la réponse jusqu'à maintenant du ministère de la Santé? Bien, je pense qu'ils regardent. On est là-dedans. On espère on souhaite, on fait tout ce qu'on peut pour que ça avance. On parle à nos députés, on parle entre autres, dernièrement, j'ai parlé avec la ministre Chantal Rouleau. Oui. Donc, tout ça, évidemment, on parle à M. Carman, on lui fait des représentations parce que pour le moment, comme on est considéré en itinérance, c'est sûr que c'est M. Carman. Vous relevez des services sociaux. Exactement, c'est ça. Ouais. Exactement. Par contre, nous, on dit, l'itinérance, là, pour moi, une personne qui se retrouve tout d'un coup mal pris, qui est arrivé quelque chose, puis qu'elle se retrouve 2 minutes à la rue, premièrement, ça ne devrait pas être plus que 2 minutes à la rue, parce qu'elle devrait avoir des gens pour l'accueillir, elle devrait être Il devrait y avoir un filet qui la... Absolument, absolument. Donc, une personne qui se retrouve aussi brisée à la rue, pour moi, c'est pas une personne en bonne santé. C'est une personne qui est malade, qui a besoin d'être pris en charge par notre système de santé, avec des moyens qui sont adaptés. Nous, on propose la santé... avec le concept de santé relationnelle, on propose des thérapies, on propose différentes choses et ça marche. Mm-hmm. Ça, pour nous, c'est clair. On n'arriverait pas avec ça comme ça tout d'un coup. C'est que depuis 30 ans qu'on travaille de cette façon-là. Santé relationnelle, ça veut dire des soins de psychologue, de quoi d'autre? Toutes les formes, en fait. Il y a aussi des activités psycho au niveau du corps. C'est de faire bouger cette énergie traumatique, en fait. Donc, il y a des activités autant en individuel et en groupe d'art-thérapie, de zoothérapie. On a la chorale, on a du yoga, on a une forme de danse aussi, on a des ateliers d'écriture, on a beaucoup de choses qui permettent, on a la formation aussi en santé relationnelle qu'on donne autant aux intervenantes que aux femmes, qu'elles se réapproprient aussi le pourquoi elles sont si souffrantes et que c'est pas de leur faute, même si on leur dit qu'ils ont toujours des comportements inadéquats et que c'est de leur faute et qu'ils se mobilisent pas. Mais quand elles comprennent, il faut savoir que la santé relationnelle prend sa source aussi dans toutes les avancées récentes en neurosciences. Donc on a quand même une base qui est quand même scientifique derrière ça et ça permet de comprendre pourquoi on a telle et telle réaction et pourquoi on est comme on est et qu'on réagit comme on... Donc de déculpabiliser les femmes quand on le voit, quand elles comprennent pourquoi elles ont ces réactions réflexes, parce qu'elles se sentent mal quand elles ont fait des crises après ou quoi que ce soit. J'ai eu l'occasion... Elles sont là, mais mon Dieu, je ne suis pas une mauvaise personne. Non, exactement. Et ça me fait penser, Anne-Gaëlle, au témoignage d'Anne-Honorine cette semaine. Il y a eu un gala pour la santé relationnelle. C'était organisé par la Rue des Femmes parce que vous vivez sur les dons, hein, comme beaucoup d'organismes communautaires. Vous êtes un organisme communautaire qui essaye de se démêler dans tout ça, débrouiller avec tout ça. Et il y avait Anne-Honorine, qui est une femme, une ex-itinérante, qui s'est ramassée chez vous dans un moment de pur désespoir où elle savait même pas où aller. Elle expliquait qu'elle avait appelé à la mairie de Montréal puis qu'ils ont donné votre numéro de téléphone, qu'elle savait même pas que ça existait. Il y a ça aussi, les femmes ne sont pas au courant des ressources. Et aujourd'hui, elle témoignait avec beaucoup de liberté, beaucoup d'entrain. Elle est formidable. À quel point ça l'a remise dans la vraie vie. Ça lui a redonné vie. Elle le disait qu'elle est arrivée avec son baluchon de désespoir et qu'aujourd'hui,
elle revit grâce à la rue des femmes. Donc ça, c'est une femme qu'on a sortie de la rue. Oui. Mais en fait, elles sont les femmes qui sont les hommes aussi. Hein, quand on est en itinérance chronicisée, je veux dire, c'est on peut faire la même chose pour les hommes, tout à fait. Ce sont des personnes qui sont en état de survie, comme les vétérans qui reviennent de la guerre. Ils ont une maison, ils ont leur famille, leurs enfants, mais la guerre est encore à l'intérieur d'eux et ils sont dans la rue parce qu'ils ne sont plus capables de relationner correctement et de fonctionner. Mais les femmes, c'est la même chose, mais elles portent la guerre de leur survie depuis qu'elles sont enfants. Et donc, la guérison fait que, justement, elles récupèrent la vie plutôt que... On va souhaiter, merci beaucoup, Anne-Gaëlle Whiteman, merci coordonnatrice de la Maison Jacqueline, Léonie Couture, fondatrice, directrice générale de la Rue des Femmes. Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de ça. Et surtout, on espère que le ministre Dubé écoute, en tout cas qu'il y ait quelqu'un qui passe le message que c'est un enjeu bien, bien important et que ce $1 million pourrait faire beaucoup d'autres économies, hein, parce qu'il faut penser non pas à court terme, mais à moyen et long terme. Puis ça donne de l'espoir aussi, parce que ça peut tout nous arriver. Des traumas, on n'est personne à l'abri de vivre des traumatismes, d'horreur, et on a juste à penser aux vétérans. Oui, tout à fait. Et l'affaire triste aussi, c'est quand on a des enfants puis qu'on est soi-même en état de stress post-traumatique, on ne sera pas capable d'avoir le soutien qu'il faut pour nos enfants. C'est une roue. C'est une roue qui en finit plus. Et il faut arrêter ça. Et personne veut ça. Personne. Bon, je suis sûre qu'il doit y avoir... Mais ça a l'air qu'il y a une couple de millions là, qui traînent à Québec, là, qu'on est même prêt à donner à des équipes de hockey. Vous allez dire, est facile, mais non, pas tant. Il y a quand même visiblement de l'argent. Quand on veut en trouver, on en trouve. Je trouve que ça sera $1 million bien placé. Merci beaucoup à toutes les deux et continuez de donner de l'espoir à toutes ces femmes. Merci beaucoup. Merci. Cette émission est aussi disponible en balado dans la section radio de l'application Cube ou du site cube.ca.